Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsène, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsène. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsène. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de Sarsène, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de Sarsène pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de Sarsène la plus lourde, appelée Heelstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de Sarsène forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de Sarsène, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de Sarsène que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de Sarsène ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de Sarsène se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de Sarsène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de Sarsène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de Sarsène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Presley, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne,
mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de sarcène sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Ces grondements inquiétants, le sol tremble sous vos pieds. Attendez un peu, c'est mon ventre. Ou alors, c'est peut-être le mont Adams, dans l'État de Washington qui se réveille. Il s'agit du plus grand volcan de cet État, tant en superficie qu'en volume. Et il a récemment commencé à montrer des signes de vie, après être resté silencieux pendant des milliers d'années. Les scientifiques ont remarqué une augmentation alarmante de l'activité sismique autour de la montagne. La dernière éruption s'étant produite il y a 3800 à 7600 ans, l'humanité en était alors encore à l'âge de pierre. Cette soudaine loquacité a suscité la curiosité des scientifiques. L'Institut géologique américain, ou USGS, s'est empressé d'installer des stations sismiques temporaires autour du mont Adams pour surveiller la situation. En même temps, il rassure le public en lui disant qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Le mont Adams n'atteint pas la hauteur du mont Rainier, plus connu. Il n'en reste pas moins qu'il couvre une vaste superficie, ce qui en fait le plus grand volcan actif de l'État de Washington. Il est intéressant de noter qu'avant septembre de cette année, le mont Adams n'avait connu en moyenne qu'un seul petit tremblement de terre tous les 2 ou 3 ans depuis 1982. Or, l'Observatoire volcanologique des Cascades et le Pacific Northwest Seismic Network ont détecté un total stupéfiant de 6 tremblements de terre en l'espace d'un seul mois, en septembre. Ces tremblements de terre étaient tous minuscules, d'une magnitude comprise entre 0,9 et 2 sur l'échelle de Richter. Autrement dit, ils étaient si faibles que personne ne les a ressentis à la surface.
De plus, l'imagerie satellite a confirmé qu'il n'y avait pas de déformation du sol dans la région. Pour l'instant, l'USGS maintient le niveau d'alerte du mont Adams sur vert normal. Nous n'avons donc pas à craindre que le sol se déchire et engloutisse des villes et des villages. Mais les dernières secousses sismiques ont encouragé l'agence à installer des équipements supplémentaires pour une surveillance plus précise. Ce réseau élargi permettra aux scientifiques de détecter les plus petits tremblements de terre, ce qui les aidera à comprendre ce qui se passe sous le mont Adams. Ces instruments pourraient également permettre de déterminer si cette activité récente est annonciatrice d'éruptions futures, ou s'il s'agit simplement d'une anomalie fortuite. Si le mont Adams entre en éruption, il est probable qu'il produise des coulées de lave à évolution lente plutôt que des éruptions explosives comme celle du mont St. Helens. Après tout, les éruptions passées ont entraîné des coulées de lave qui ne se sont répandues qu'à quelques kilomètres du volcan. Ce n'est donc pas de cela qu'il faut s'inquiéter. Les lahars, ces coulées boueuses qui se forment lorsque les cendres volcaniques, les roches et la glace fondue se mélangent au cours d'une éruption, sont beaucoup plus dangereux. Des lahars se sont déjà formés près du mont Adams, même en l'absence d'éruption. La roche, affaiblie par les processus hydrothermaux au sommet du volcan, s'est soudainement détachée, créant des coulées de boue rapides et destructrices. C'est précisément pour cette raison que l'USGS classe le mont Adams dans la catégorie des volcans à haut risque. Bien qu'il n'entre pas fréquemment en éruption, il présente toujours un danger sérieux pour les localités voisines. Le Katla, en Islande, est un autre volcan à surveiller de près. C'est l'un des volcans les plus puissants et les plus dangereux du pays. Sa dernière éruption remonte à plus d'un siècle, en 1918. Mais s'il entre à nouveau en éruption, sa puissance pourrait être 10 fois supérieure à celle d'un autre volcan islandais, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, désolé. Ce dernier est entré en éruption en 2010, perturbant complètement les transports aériens dans toute l'Europe. Une éruption du Katla pourrait libérer de grandes quantités de dioxyde de soufre, qui pourraient former des aérosols sulfatés dans l'atmosphère. Ces aérosols réfléchissent la lumière du soleil, ce qui pourrait même entraîner un refroidissement temporaire de la planète. Un tel phénomène s'est souvent produit après des éruptions volcaniques catastrophiques par le passé. Bien que les éruptions soient fréquentes en Islande, le nuage de cendres du Katla s'élèverait probablement plus haut dans le ciel européen et couvrirait de plus grandes zones que celui de l'autre volcan. Il clouerait les avions au sol et aurait des répercussions négatives sur l'économie des pays concernés. L'éruption du Katla nuirait également à l'agriculture, à l'approvisionnement en eau et à la qualité de l'air. En 2014, des scientifiques ont noté qu'une éruption de grande ampleur pourrait même provoquer un tsunami qui se propagerait le long de la côte sud de l'Islande et jusqu'à l'océan. Mais l'impact potentiel d'un tel tsunami n'est pas encore clair. Le Katla a tendance à entrer en éruption à intervalles réguliers, tous les 40 à 80 ans. Ce qui signifie qu'une nouvelle éruption est statistiquement très probable dans un avenir proche. C'est pourquoi le Katla reste sous étroite surveillance scientifique. La Cambre Vieja des îles Canaries est entrée en éruption récemment, en 2021, rappelant au passage son potentiel destructeur. La coulée de lave de cette éruption a été dévastatrice. Elle a recouvert des quartiers entiers et s'est déversée dans l'océan, détruisant plus de 3000 maisons. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Mais le plus fou, même si les dégâts ont été importants, les scientifiques pensent que la situation aurait pu être bien pire. Une éruption massive de la Cambre Vieja aurait pu provoquer l'effondrement de l'ensemble du flanc ouest du volcan dans l'océan Atlantique, déclenchant un méga tsunami. Ce tsunami hypothétique aurait pu créer des vagues de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut. Elles auraient pu inonder les côtes du bassin atlantique, y compris certaines parties des États-Unis et de l'Europe. Heureusement, des études récentes affirment qu'un effondrement de cette ampleur est peu probable. Même si la probabilité d'un méga tsunami est faible, les scientifiques pensent qu'il est sage de se préparer à d'éventuelles éruptions, car les dégâts risquent d'être considérables. Les coulées de lave qui se produisent sur ce volcan ont tendance à être importantes et dangereuses pour la vie humaine et les infrastructures de l'île. Si vous décidez de vous rendre en Équateur, vous devez vous méfier du Cotopaxi, l'un des volcans les plus actifs du pays. Depuis 2022, il a connu quelques éruptions mineures. Si ces éruptions étaient relativement faibles, le Cotopaxi présente un fort potentiel d'éruption majeure, ce qui a mis les scientifiques en état d'alerte. Si le Cotopaxi entrait en éruption à grande échelle, il pourrait produire un nuage de cendres de plus de 19 km de haut, menaçant la vie d'environ 200 000 personnes dans la région avoisinante.
Le sommet enneigé du Cotopaxi constitue un grave danger. Il fondrait très rapidement en cas d'éruption importante. Cela pourrait entraîner des inondations et des glissements de terrain destructeurs qui pourraient atteindre des zones peuplées. Cette combinaison d'activités volcaniques et d'inondations glaciaires fait du Cotopaxi un volcan à haut risque. Une éruption puissante pourrait se produire bientôt ou dans plusieurs années, voire quelques décennies, mais des mesures de surveillance ont été mises en place pour détecter tout signe avant-coureur. Le prochain volcan à surveiller est déjà tristement célèbre. Le mont Vésuve. Son éruption catastrophique en 79 de notre ère a détruit les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum. Sa dernière éruption remonte à 1944. Mais le Vésuve reste très actif et représente un risque important pour Naples, l'une des plus grandes villes d'Italie. Une éruption importante menacerait plus de 3 millions de personnes. Une grande partie de la population vit à proximité du volcan, certains même directement sur ses pentes. Si le Vésuve entrait en éruption, on assisterait à une explosion de cendres, de roches et de gaz. Le tout éjecté à des vitesses extrêmement élevées. Même si on ne s'attend pas à un tel événement destructeur avant quelques centaines d'années, le Vésuve reste l'un des volcans les plus surveillés au monde. Après tout, il pourrait causer des dégâts catastrophiques dans une zone densément peuplée. Le Popocatépetl, qu'on a surnommé El Popo, est l'un des volcans les plus importants d'Amérique du Nord. Il s'agit de l'un des volcans actifs les plus hauts de la région, situé à environ 64 km de Mexico. Cette proximité avec une zone métropolitaine de 22 millions d'habitants rend le Popocatépetl particulièrement dangereux. Une éruption importante pourrait produire un énorme nuage de cendres au-dessus de la capitale mexicaine, entraînant une perturbation généralisée. Les cendres pourraient obstruer les systèmes de drainage de la ville, contaminer les réserves d'eau et même provoquer des pannes d'électricité en court-circuitant les systèmes électriques. En outre, des lahares pourraient dévaler le volcan et atteindre les villes voisines. Le Popocatépetl présente une activité sismique quasi constante depuis le début des années 2000, et les petites éruptions y sont assez fréquentes. Au début de l'année 2024, 13 éruptions mineures ont été enregistrées, ce qui a alarmé les villes voisines. Cependant, les volcanologues considèrent que de telles éruptions sont normales pour le Popocatépetl. Si l'on parle de volcans super dangereux, on ne peut pas passer sous silence le parc national de Yellowstone. Il abrite l'un des plus grands supervolcans du monde. Sa dernière éruption massive s'est produite il y a environ 640 000 ans. Mais si ce monstre entrait en éruption aujourd'hui, l'impact serait bien plus dévastateur pour l'ensemble de la planète. Les États les plus proches de Yellowstone, notamment le Montana, l'Idaho et le Wyoming, seraient aux faits les plus touchés et subiraient probablement des coulées pyroclastiques désastreuses. Ces coulées, composées d'un dangereux mélange de lave, de cendres et de gaz, peuvent tout anéantir sur leur passage. De grandes parties du pays seraient également recouvertes de cendres volcaniques, plus d'1 mètre dans certaines régions. À l'échelle mondiale, une éruption à Yellowstone enverrait des tonnes de cendres et de gaz dans la stratosphère, ce qui risquerait de bloquer la lumière du soleil et de faire chuter les températures globales pendant plusieurs années. Cela perturberait l'agriculture, anéantirait les systèmes de transport et provoquerait des pénuries alimentaires à grande échelle. Cependant, si un mythe populaire veut que Yellowstone soit prêt d'entrer en éruption et même en retard, les géologues affirment que ce n'est pas vrai. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis et l'activité de la région n'indique pas une éruption imminente. C'est donc une bonne nouvelle. La dernière super éruption de Yellowstone s'est produite il y a environ 640 000 ans, bien avant que l'Homo sapiens ne fasse son apparition. Cependant, nous étions déjà présents lors d'une autre catastrophe naturelle tout aussi dévastatrice. Cette super éruption s'est produite sur l'île de Sumatra il y a près de 74 000 ans. À ce moment-là, un super volcan en éruption a ravagé d'immenses territoires, projetant des panaches de débris et de cendres qui se sont dispersés sur des milliers de kilomètres, provoquant une chute significative des températures à l'échelle mondiale. Les effets de cette éruption cataclysmique se sont fait sentir jusqu'en Afrique australe, et les experts estiment qu'il pourrait avoir eu un impact considérable sur les premiers humains. À l'époque de l'éruption, nos ancêtres utilisèrent déjà des outils en pierre et savaient probablement comment produire du fil. Certains vont jusqu'à suggérer que la super éruption du Toba aurait été d'une telle intensité qu'elle aurait pu menacer la survie même de nos ancêtres, les rapprochant du seuil de l'extinction. Selon les scientifiques, l'éruption du Toba pourrait être la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années.
Elle a expulsé une quantité colossale de roches pyroclastiques, suffisante pour recouvrir la totalité des États-Unis d'une couche aussi épaisse qu'une maison à un étage. Environ un tiers de ces dépôts se sont accumulés dans le nord de Sumatra, tandis qu'une grande partie a été emportée sous le plancher océanique de l'océan Indien. Cette éruption a laissé derrière elle un lac de cratères elliptiques d'environ 100 km de long. La caldeira est si vaste qu'il est difficile de se rendre compte que l'on se trouve sur un volcan. Les dépôts de ponce issus de l'éruption sont encore visibles dans les parois des canyons, s'enfonçant profondément sous terre. Bien que le volume de ponce et de cendres impliqués dans cette catastrophe fasse l'objet d'un consensus, les experts restent incertains quant à la quantité exacte de soufre qui a été libérée dans l'atmosphère. Certaines couches de soufre présentes dans les glaces polaires pourraient bien être le résultat d'une telle libération. Mais jusqu'à présent, aucune corrélation n'a été établie entre elles et l'éruption du Toba. Revenons à l'impact profond qu'a eu cette éruption sur les premiers humains. Il apparaît que certains ont non seulement survécu, mais ont même prospéré après cette catastrophe naturelle. Du moins, à en juger par les vestiges qu'ils ont laissés durant et après l'éruption. Il est possible que le désastre n'ait pas constitué une menace sérieuse pour ceux de nos ancêtres qui ont trouvé refuge le long des côtes. Les preuves génétiques indiquent que les humains modernes descendent d'un groupe de quelques milliers de personnes qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Pourquoi un groupe aussi restreint? Selon certains spécialistes, la majorité de nos ancêtres aurait pu être anéantie par l'éruption du Toba. En effet, le supervolcan a projeté 4 km3 de poussière et de roches en un instant, laissant une cicatrice terrestre large de plusieurs dizaines de kilomètres. La poussière et le soufre rejetés dans l'atmosphère par le Toba ont probablement contribué à refroidir la surface de la Terre, provoquant ainsi la formation de glaciers et une baisse du niveau des mers. Étant donné l'importance potentielle du rôle de Toba dans l'évolution humaine, les chercheurs ont intensifié leurs efforts pour comprendre précisément comment les premiers humains ont réagi à cette catastrophe. En 2011, plusieurs chercheurs ont découvert un échantillon de sol mystérieux à Pinnacle Point, en Afrique du Sud, un site archéologique surplombant l'océan Indien. Cet échantillon contenait des traces de cendres volcaniques. Après avoir analysé cette couche, ils ont mis au jour plus de 400 000 artefacts laissés par les premiers humains, allant d'outils en pierre taillés à des signes de maîtrise du feu et des ossements d'animaux. Sur la base de ces découvertes, l'équipe de recherche a émis l'hypothèse que les premiers habitants de la côte sud-africaine ont non seulement survécu, mais ont prospéré après l'éruption, peuplant cette région pendant des millénaires et perfectionnant leurs outils. Cette région aurait pu servir de refuge pendant et après l'éruption du Toba. Une étude de 2009 a suggéré qu'elle aurait pu faire chuter les températures mondiales d'une dizaine de degrés, rendant la survie extrêmement difficile ailleurs en Afrique. Mais si un hiver volcanique s'est produit, il est probable que les températures côtières aient été moins rigoureuses. D'autre part, des études plus récentes suggèrent que le Toba a libéré tellement de soufre dans l'atmosphère que les aérosols formés auraient pu s'amasser, limitant ainsi leur effet refroidissant à long terme. En d'autres termes, les températures auraient chuté drastiquement juste après l'éruption, mais uniquement dans certaines régions. Après environ 3 ans, ces effets se seraient estompés et ne constitueraient plus une menace pour l'homme. Cependant, il semble que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires pour confirmer ces hypothèses. En attendant, voyons plutôt s'il convient de surveiller certains volcans de nos jours. L'année dernière, des milliers de secousses sismiques ont ébranlé le sol près de la centrale géothermique de Svartsengi en Islande. Le magma a fait surface dans cette région, ouvrant de larges fractures à travers la petite ville de Grindavik. Le sol y continue de se soulever, et une éruption pourrait survenir sans préavis. Mais ça ne s'arrête pas là. Partout dans le monde, 45 autres volcans continuent de montrer des signes d'activité. Prenons l'exemple du Vésuve en Italie. Ce volcan tristement célèbre pour avoir anéanti la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Au cours des 17 derniers millénaires, le Vésuve a connu 8 éruptions explosives, suivies de coulées pyroclastiques dévastatrices. Des flux denses de cendres, de fragments de lave et de gaz surchauffés se déplaçant à grande vitesse. La dernière éruption de ce volcan remonte à 1944. Le mont Rainier, situé aux États-Unis, est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du pays. Son altitude élevée, sa composition chimique, sa proximité des banlieues de Seattle et Tacoma dans l'État de Washington,
ainsi que sa capacité à produire des coulées pyroclastiques massives, font de ce volcan une menace sérieuse. La chaleur dégagée par le mont Rainier pourrait faire fondre la glace et la neige qui le recouvre, provoquant des coulées rapides de débris, de boue et de roches vers les vallées environnantes. Le volcan Novarupta, situé dans le parc national de Katmai en Alaska, s'est formé lors d'une éruption en 1912, la plus grande du XXe siècle. Cette éruption a projeté près de 30 km3 de cendres et de débris dans l'atmosphère, générant un flux de cendres si intense qu'il a donné naissance à la vallée des 10 000 fumées. Le Pinatubo, situé dans une région densément peuplée des Philippines, est devenu tristement célèbre après une terrible éruption en 1991, la deuxième plus grande du XXe siècle. Plus de 700 personnes ont péri lors de cette catastrophe naturelle. Aujourd'hui, plus de 21 millions de personnes résident à moins de 100 km du Pinatubo. Le mont Agung, un volcan indonésien en activité continue, a connu sa dernière grande éruption en 1963. Cet événement fut l'une des éruptions les plus tragiques de l'histoire du pays. Pendant 11 mois, le volcan a déversé des cendres et des coulées pyroclastiques, causant la mort de plus de 1000 personnes et d'importants dégâts matériels. Des panaches de cendres ont été observés au-dessus du volcan tout au long de l'année 2018, à la suite de l'éruption de novembre 2017. Le mont Fuji, au Japon, n'a pas connu d'éruption depuis 1707. Cette année-là, un puissant séisme aurait déclenché l'activité volcanique. En 2014, des experts ont mis en garde contre un risque accru d'éruption du Fuji, suite au séisme de magnitude 9 qui a secoué le Japon en 2011. Selon eux, ce tremblement de terre aurait augmenté la pression sous la montagne. Lors de l'éruption de 1707, une telle quantité de cendres et de débris a été projetée dans les airs que Tokyo a été touché. Si le Fuji devait entrer en éruption à nouveau, cela pourrait affecter plus de 25 millions de personnes dans les régions environnantes. L'éruption du mont St. Helens, dans l'État de Washington, en 1980, a été l'un des événements volcaniques les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. 57 personnes et des milliers d'animaux ont péri lors de cette catastrophe naturelle. L'éruption a également ravagé environ 520 km² de forêt. Les experts estiment que l'historique des éruptions massives du mont St. Helens rend de futures catastrophes inévitables. Une prochaine éruption explosive pourrait disperser de grandes quantités de cendres à travers le nord-ouest du Pacifique. C'est pourquoi ce volcan est étroitement surveillé. Le mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, est en éruption depuis des siècles. Selon la NASA, le principal danger de ce volcan réside dans ses coulées pyroclastiques, qui peuvent se propager sur de vastes zones et mettre de nombreuses vies en péril. La dernière éruption du Merapi a eu lieu en janvier 2024, projetant des panaches de fumée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, plus de 24 millions de personnes vivent dans les environs de ce volcan. Il existe une petite île qui baigne dans les eaux limpides de la mer Rouge entourée d'une riche faune sous-marine. Zabargad, également connue sous le nom de l'île de Saint-Jean, n'a pas d'arbres et se compose principalement de péridotite, riche en péridot. Et avant que vous ne le recherchiez sur Google, sachez que le péridot est une pierre précieuse également connue sous le nom d'olivine, à cause de sa teinte verte éclatante. Certains historiens avancent que Cléopâtre elle-même en raffolait, et cette dame pouvait bien s'offrir tous les joyaux du monde. Les géologues pensent que le péridot se forme à la suite de l'épandage du plancher océanique. Lorsque la croûte terrestre décide de se séparer, les roches provenant des profondeurs sont poussées à la surface. C'est exactement ainsi que s'est formée notre île au trésor. Les plaques continentales africaines et asiatiques se sont heurtées l'une contre l'autre, et les roches de la croûte inférieure ont fini par surplomber le niveau de la mer. Le péridot provient également de météorites qui se sont écrasés sur Terre. Mais c'est extrêmement rare. Sa couleur varie d'un brun vert à un vert jaune en passant par le vert pur. Le vert jaune est la teinte la plus courante que vous verrez dans les bijoux. Cette couleur est rendue possible par une quantité de fer présente dans la pierre. Les gisements de cette pierre sont répartis dans le monde entier. Vietnam, Arizona, Hawaï, Tanzanie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Norvège. Et puis, bien entendu, il y a Zabargad. Ainsi, cet endroit est géologiquement unique, car c'est une île constituée de manteaux affleurants et c'est aussi la plus ancienne source connue de péridot dans le monde. Les premiers hommes se sont rendus ici pour les pierres précieuses il y a de nombreux siècles.
Le célèbre philosophe romain Pline l'Ancien a justement mentionné dans ses écrits que des pirates avaient redécouvert les trésors de Zabargad en l'an 500 avant notre ère. Ces magnifiques pierres vertes ont terminé autour du cou de la reine Bérénice d'Égypte. Puis, des expéditions minières ont été dépêchées sur l'île pour récupérer toutes les pierres précieuses qu'elles pouvaient. Elles venaient de l'ancien port commercial de Béréniké à la lisière du désert oriental égyptien. Lorsque la ville est tombée au VIe siècle, toute l'exploitation s'est arrêtée, et l'île avec ses trésors a sombré dans l'oubli pendant des centaines d'années. Au XIXe siècle, des explorateurs britanniques ont redécouvert la belle île verte dans la mer Rouge et ont compris qu'elle était celle décrite par Pline l'Ancien autrefois. La Turquie y a effectué des extractions au XXe siècle. En seulement 4 ans, elle est parvenue à collecter pour plus de 2 millions de dollars de péridot. Les pierres précieuses ont été envoyées en France pour être taillées. Les conditions de travail sur l'île n'avaient rien du conte de fées tropicales que vous pourriez imaginer. Il n'y avait pas la moindre eau potable pour les ouvriers, de sorte qu'il a fallu y installer un condenseur d'eau à moteur. Aujourd'hui, ce territoire tombe sous la juridiction du parc national de Gabal Elba. La plupart des gens viennent ici pour admirer la beauté sous-marine des récifs. Mais si vous regardez au-dessus de l'eau, vous pouvez toujours apercevoir de magnifiques péridots scintillants. Si l'île Christmas des territoires extérieurs d'Australie est sur votre liste de voyage, planifiez-le judicieusement. Et si vous vous y trouvez entre octobre et novembre, lorsque la saison des pluies commence, vous risquez de ne pas beaucoup profiter du paysage. Les crabes rouges recouvrent toute l'île comme une couverture grouillante. Et ce n'est pas l'une de ces couvertures moelleuses dans lesquelles vous voudrez paresser. Plus de 100 millions de crabes ont une seule et même mission, atteindre le rivage vivant, complétant une phase cruciale de leur cycle de vie. Durant la majeure partie de l'année, ces crabes rouges résident dans des terriers et des crevasses rocheuses. Ils ont des fruits. Mais lorsque la saison sèche est terminée et que la lune se trouve dans une phase spécifique, ils savent qu'il est temps de partir. Lorsqu'ils atteignent la côte de l'océan Indien après plusieurs jours de migration, ils creusent de profonds terriers où les femelles finiront par pondre leurs œufs. Une fois que ces terriers sont prêts, les crabes mâles retournent dans les forêts tropicales, tandis que les femelles demeurent sur la plage pendant au moins 12 jours pour couver. Les nouveaux parents sont si malins qu'ils suivent la lune pour saisir le moment parfait où une marée plus douce transportera leurs œufs jusqu'à l'océan. Une fois qu'ils éclosent, les crabes ramènent les nouveaux membres de leur famille à l'intérieur des terres. Là, ils attendent à nouveau la saison des pluies pour perpétuer le cycle. Afin de protéger cette magie, les autorités contrôlent les routes passant dans les zones où se déroule la migration des crabes. Le Japon a une toute nouvelle acquisition dans son archipel. La plus récente masse terrestre au monde a littéralement émergé en novembre 2023. Cette île anonyme mesure un peu plus de 100 mètres de diamètre. Elle est composée de pierres ponces et de tufs laissés par un volcan sous-marin qui est entré en éruption en octobre. Depuis, l'activité volcanique s'est calmée et les vagues érodent peu à peu des morceaux de la nouvelle terre. Sans couler de lave pour créer une croûte protectrice solide sur ces débris volcaniques, l'avenir de cette île fraîchement formée est plus qu'incertain. Des îles similaires avaient déjà émergé auparavant, mais étaient si éphémères qu'elles disparaissaient une fois l'activité volcanique terminée. Une île née en 2020 et un de la même manière est toujours visible aujourd'hui, cependant. Ainsi, la nouvelle île pourrait avoir quelques perspectives d'avenir. Sinon, il est probable que nous verrons naître d'autres terres comme celle-ci. Le Japon n'est pas en reste en termes de volcans actifs, avec plus d'une centaine dans sa collection. Si vous vous liez d'amitié avec les Uros qui vivent dans la région du lac Titicaca et que vous leur demandez leur adresse, histoire de leur envoyer une carte postale, ils auront bien du mal à répondre. Leurs ancêtres d'il y a plus de 5 siècles ont développé une tactique brillante pour se protéger des Incas. Ils ont construit des îles à partir de racines de totora et de roseau, qui pouvaient être déplacées hors de danger au beau milieu de l'immense lac. La plante totora est très utile à la communauté locale car elle résiste à l'eau et est utilisée pour toutes sortes de choses, de la construction de bateaux au toit en passant par les matelas. Les îlots sont même comestibles, et les fleurs de la plante dont ils sont faits sont utilisées pour le thé. Il reste environ 120 îlots préservés, et plus d'1 millier de personnes peuvent y vivre. De 2 à 6 familles partagent une maison sur une île. Comme il n'est plus nécessaire de fuir les Incas, ils doivent maintenant s'assurer que leurs îlots restent en place. Tous les 15 à 20 jours,
Les roseaux formant les îlots se décomposent et doivent être remplacés. Pour éviter de dériver constamment, les habitants utilisent des tiges d'eucalyptus en guise d'ancre, arrimant solidement les îles. Malgré sa petite taille, cette communauté possède 2 langues parlées. Les résidents confectionnent leurs propres tissus et créent de magnifiques habits. Enfin, des panneaux solaires leur fournissent suffisamment d'énergie pour qu'ils aient de la lumière et même la télévision. L'île principale a une station de radio et les habitants ont embrassé le tourisme. Vous pouvez ainsi effectuer une réservation en ligne et éprouver vous-même cette vie flottante. Certaines îles surgissent de nulle part et d'autres disparaissent sans laisser de traces. L'une des plus célèbres îles, dite fantôme, est l'île de Hy-Brasil, au large des côtes de l'Irlande. Avant que vous ne demandiez, non, elle n'a rien à voir avec le Brésil. Aichi est une variante de I, qui signifie île. Et Brasil vient de la racine bre, qui signifie puissant, grand, beau, en vieil irlandais. Et elle a donné son nom à un haut roi celte. Cette petite île entourée de brouillard a été cartographiée pour la première fois en 1325. Mais les tentatives ultérieures, visant à établir sa position exacte, n'ont jamais abouti. Ainsi, la légende raconte que l'île n'apparaît qu'une fois tous les 7 ans. Et même ceux qui prétendent l'avoir vue disent qu'ils l'ont simplement navigué au travers sans rencontrer la moindre parcelle de terre. Le capitaine John Nisbet a raconté comment il a non seulement aperçu Hy-Brasil, mais s'est également retrouvé coincé dessus avec son équipage. Selon ses dires, l'île possédait un château et était essentiellement inhabitée. Il y aurait même fait la rencontre d'un vieillard à l'air grave qui lui aurait conté l'ancienne histoire de l'île autour d'un festin somptueux. À la fin du XVe siècle, une série d'expéditions sont parties de Bristol en quête de l'île légendaire. Toutes les tentatives ont échoué, et Hy-Brasil a disparu des cartes en 1865. On ne saura peut-être jamais si elle a un jour existé, mais avouez que ça fait une belle histoire. C'est l'endroit le plus chaud sur Terre, du moins lorsqu'il s'agit de la température de l'air. Le 10 juillet 1913, la température a atteint une valeur effrayante et record de 56,7 degrés Celsius. Pas étonnant que les gens l'appellent la vallée de la mort. C'est aussi le point le plus bas de toute l'Amérique du Nord, situé à 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Lorsque tu viens ici pour la première fois, tu peux avoir l'impression que tu es soudain entouré de glace. Mais est-ce vraiment de l'eau gelée que tu vois là? Ne te laisse pas tromper. Il s'agit en fait de sel. Lorsque l'eau de la pluie se combine aux minéraux, la couche externe de roche qui entoure cette zone se dissout. Lorsque l'eau s'évapore, il ne reste que du sel. Si tu es fan d'eau, ce n'est pas le meilleur endroit pour toi, car les pluies sont rares dans la vallée de la mort. Si rares qu'en moyenne, cette région reçoit moins de 5 cm de précipitations par an. Cela fait de la vallée de la mort l'endroit le plus sec non seulement des États-Unis, mais aussi de toute l'Amérique du Nord. En 1929 et 1953, cet endroit n'a pas reçu une seule goutte de pluie pendant toute l'année. Ce paysage surréaliste devient encore plus frappant lorsque tu vois les dunes de sable. Bien sûr, elles ne représentent qu'une petite partie de la vallée de la mort, mais elles font partie des paysages les plus marquants, certaines d'entre elles s'élevant à plus de 100 mètres. Si tu arrives un jour au sommet des dunes de sable, tu auras peut-être la chance de découvrir l'une des choses les plus étranges du désert, le chant du sable. Mais pourquoi cela se produit-il? Est-ce vraiment le sable qui fait ce bruit, ou y a-t-il quelque chose d'autre responsable? La réponse la plus franche est que nous n'avons pas encore totalement compris ce phénomène. Une explication pourrait être que le sable qui glisse sur les dunes produit ce son en raison de la friction entre ses grains. Lorsqu'on l'écoute, on a l'impression qu'un avion vole au loin. C'est l'un des rares endroits sur Terre où le sable produit un bruit si fort qu'on peut l'entendre. Les autres endroits sont le désert de Namibie en Afrique ou les Barking Sands d'Hawaï. Si tu penses que les choses ne peuvent pas être plus étranges dans cet endroit surréaliste, écoute-moi bien. Certains des rochers semblent bouger tout seuls. Peut-être que c'est parce que les animaux se cognent dessus. Je veux dire, la vallée abrite le célèbre grand géocoucou. Ce petit oiseau, qui mesure moins de 60 cm et pèse 1 kg, est l'une des rares créatures à vivre ici. Il a adapté sa température corporelle pour survivre à la chaleur intense de la journée.
Mais le géocoucou n'est peut-être pas le coupable. Après tout, il n'est pas assez grand pour causer ce genre de conséquences. De plus, rien ne semble pousser ces rochers. La trace qu'ils laissent derrière eux est trop importante. Dans ce cas, faut-il accuser les vents? Cette explication ne semble pas non plus convenir, car certains de ces rochers sont si gros qu'il est impossible qu'ils soient simplement emportés par le vent. Je veux dire, ils peuvent peser jusqu'à 350 kg et quand même parcourir une distance de plus de 457 mètres. Dans ce cas, il y a peut-être quelque chose dans la composition de ces rochers qui les aide à se déplacer quand ils le veulent? Serait-il fait d'un matériau spécial? Les scientifiques se sont montrés tout aussi déçus que toi en ce moment lorsqu'ils ont fait leurs recherches sur cette théorie. Non, la composition de ces roches n'a rien d'unique. Ce ne sont que des pierres ordinaires, composées principalement de dolomite et de granit. Elles faisaient auparavant partie de falaises et d'affleurements locaux, puis se sont détachées par hasard. Quoi qu'il en soit, les mouvements des rochers intriguent les chercheurs depuis leur découverte au début des années 1900. Ce qui est encore plus curieux, c'est que, selon leur forme, les trajectoires semblent différentes. Alors que les rochers dont la surface est rugueuse créent des trajectoires droites, ceux dont la surface est lisse semblent se déplacer au hasard. Les chercheurs ont essayé de comprendre les multiples mouvements de ces rochers et la manière dont ils forment ces pistes de plusieurs façons différentes. Par exemple, en observant les lieux à l'aide de caméras vidéo. Ils ont également créé une station météorologique dédiée sur le site et ont même placé des dispositifs de suivi GPS sur certains de ceux-ci. Voici une autre question. Pourquoi certains de ces rochers se déplacent-ils ensemble? Quelle que soit leur forme et leur taille, certains d'entre eux semblent laisser des traces parallèles. On dirait vraiment qu'ils suivent la même direction, qu'ils prennent les mêmes virages et courbes pendant leur déplacement. Je veux dire, il ne s'agit pas de roches qui vont à la même fête par hasard, non? Ce n'est qu'en 2014 que les scientifiques ont réussi à enregistrer le mouvement des rochers. Jusque-là, personne ne les avait vus bouger. Les gens étaient juste intrigués par le mystère des marques laissées derrière eux. Grâce à la photographie time-lapse, qui consiste essentiellement à prendre des photos de la même image pendant un certain temps, puis à les repasser comme un film, les scientifiques ont finalement découvert ce qui se cachait derrière leurs mouvements. Alors, cela avait-il vraiment quelque chose à voir avec les animaux ou le vent? Ou était-ce une autre force mystérieuse qui poussait les rochers à travers le paysage vide? Eh bien, la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Tout se résume à une combinaison de précipitations, de changements rapides de température et d'un peu de vent. Pour faire simple, quand il pleut dans la vallée, l'endroit peut parfois geler. Et la vallée entière commence à ressembler à une énorme patinoire. Certains des rochers restent coincés dans la glace. Lorsque la température augmente et que la glace commence à fondre, certaines parties de cette couche de glace commencent à se déplacer lentement, entraînant les rochers, d'où leur mouvement et les traces qu'ils laissent derrière eux. Comme la terre sous les roches devient plus boueuse à cause de la pluie, cela permet aux pierres de se déplacer avec la couche de glace. Une fois la glace fondue, l'eau s'évapore et ne laisse aucune trace de ce qui s'est passé. En revanche, les traces laissées par les pierres se solidifient sous l'effet de la chaleur et du soleil, ce qui donne l'impression que les pierres se sont déplacées toutes seules. Ce qui est rendu difficile pour les scientifiques de percer ce mystère est le fait que la couche de glace qui aide ces roches à se déplacer est très mince. Elle doit être suffisamment grande en termes de surface totale, mais suffisamment fine pour s'évaporer très rapidement, sans laisser aucun signe de sa présence. Quoi qu'il en soit, malgré le nom du désert, il y a beaucoup de créatures qui se promènent dans cet endroit. Même des poissons. Je sais, des poissons dans le désert, hein? Eh bien, étonnamment, il existe 6 espèces de poissons qui peuvent survivre ici, malgré les eaux salées et les conditions difficiles. L'une de ces espèces de poissons résistantes est le Cyprinodon diabolis du trou du diable. Il ne vit que là, dans l'eau dont la température peut monter jusqu'à 34 degrés Celsius. À cause de cette température et de la concentration en oxygène, aucune autre espèce de poisson ne peut s'en sortir. Mais il n'y a pas que des poissons. Il y a en fait une grande variété d'animaux sauvages dans le désert. On y trouve plus de 50 espèces de mammifères et même plusieurs types de reptiles. Tu trouveras ici des animaux comme les coyotes, les renards sauvages, les lynx roux et les pumas. Parmi les espèces plus petites, tu pourras apercevoir des lapins, des écureuils, des chauves-souris, des tortues, des rats et des souris. Certains des animaux qui vivent ici ont dû s'adapter aux conditions difficiles.
et ont trouvé des solutions très créatives. Comme le lièvre par exemple. Il utilise ses oreilles démesurées pour rester au frais pendant la chaleur intense de l'été. Les rats kangourous ont également un tour unique dans leurs manches. Ils peuvent survivre avec presque pas d'eau du tout. Comment ? Ils peuvent obtenir toute l'eau nécessaire à partir de la nourriture qu'ils mangent. D'autres créatures, comme les tortues, ont recours à l'hibernation. Jusqu'à 9 mois par an, elles se reposent pour se protéger des conditions extrêmes du désert. Pratique. La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarsène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarsène qui composent le cercle de pierres emblématique. Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarsène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarsène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarsène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet. 30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365. Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres. Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans, et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail. Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de Sarsène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilithe en Sarsène. Lors de la troisième étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubray aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées.
À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la 4e étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le sarsen. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie. Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour assembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'ils cherchaient un trésor. Puis il y a eu Charles Darwin, qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence. En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort. Un bloc de sarsen moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes. Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de sarsen. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de sarsen à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage. Ce qui signifie qu'ils communiquaient beaucoup plus que leurs ancêtres, même au niveau international.
C'est ainsi qu'ils ont pu faire connaître Stonehenge, et c'est aussi à ce moment-là que tout le mystère et la fascination pour ce monument ont commencé. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse.
C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux, et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors, et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes. Alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines.
Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés.